qu'est-ce qui, aujourd'hui, légitime le pouvoir? Et notamment le pouvoir en éducation et le pouvoir du chef d'établissement. Première réflexion, tout d'abord, on conçoit bien que si je dis aujourd'hui, c'est que ce qui aujourd'hui légitime le pouvoir n'est pas forcément ce qui le légitimait hier. C'est une évidence, on va y revenir. Mais d'autre part, est-ce qu'il y a une réponse univoque, unique à cette question? Ou encore, autre manière de formuler la question, ce qui légitime l'autorité, le pouvoir plutôt, du père de famille ou de la mère de famille aujourd'hui? Est-ce la même chose? Est-ce les mêmes critères de légitimité que ce qui légitime le pouvoir du professeur dans sa classe, le pouvoir du directeur à la tête de l'établissement scolaire, le pouvoir du député, du maire, du président de la République, le pouvoir social de tel responsable d'association, de club sportif, etc. La réponse est visiblement non. Il n'y a plus un critère ou des critères uniques de légitimité de l'autorité. Il va falloir travailler au cas par cas. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que des parents ont de l'autorité? C'est sans doute pas la même chose que ce qui fait qu'un président de la République a de l'autorité, ou un chef d'établissement, ou un professeur dans sa classe. Et donc, il faut abandonner l'idée qu'il existe un ou plusieurs critères uniques de la légitimité d'un pouvoir dans une société moderne comme la nôtre. Pourquoi? Eh bien, la réponse, c'est la crise de l'autorité. Ce qu'on appelle la crise de l'autorité, et qui a été développée notamment par une philosophe contemporaine, Hannah Arendt, dans un texte qui s'appelle précisément « Qu'est-ce que l'autorité ?» Eh bien, l'autorité est en crise, et est entrée en crise il y a déjà quelques siècles, parce que ce qui apparaissait comme légitime à une époque s'est révélé peu à peu, et je prends le mot révélé au sens quasi photographique du terme, est apparu peu à peu comme étant profondément illégitime, c'est-à-dire la dissimulation d'un rapport de force. Ça a commencé avec les Lumières, sans doute, et avec le dévoilement que l'autorité qui apparaissait naturelle du roi, du souverain sur ces sujets était en fait la dissimulation d'un rapport de force, d'un rapport d'oppression. Et les philosophes des Lumières nous ont appris à reconnaître cette dissimulation et à mettre à nu ce rapport de force et à tenter de remplacer ce pouvoir, cette relation de sujétion, par une relation d'égalité, l'égalité citoyenne. Tous les hommes sont égaux, en droit. Profonde révolution. Ce qui apparaissait comme une autorité naturelle et de droit divin, apparaît comme un rapport de force, comme une manière de faire approprier par les assujettis leur propre assujettissement. Après cela, abolition de l'esclavage. Première abolition en France, la Révolution française. Mais la véritable révolution, il faudra attendre la Seconde République, et 1848 et Schœlcher. Ce qui apparaît à Platon, Aristote comme une forme naturelle de relation, l'autorité du maître sur les esclaves apparaît comme un odieux rapport de force, comme une violence. Mouvement socialiste, deuxième moitié du XXe siècle. L'autorité des patrons sur les ouvriers apparaît aussi comme une oppression. L'émancipation ouvrière est la tâche du mouvement socialiste. Et donc, là encore, un dévoilement d'un rapport de force que les livres de morale de la Troisième République, si vous
les regarder, on en trouve encore dans les bibliothèques, ose encore légitimer. Le domestique doit obéir à son maître, est-il écrit dans les livres qui ont cours jusqu'en 1939. Début du XXe siècle, le mouvement féministe. L'autorité des hommes sur les femmes, millénaire également, et qui apparaissait ô combien légitime. Hein? On n'en parle même pas dans Socrate, Platon et Aristote, tellement... Bon. Apparaît évidemment comme un rapport de domination. Et on remplace ça par la relation d'égalité. Que reste-t-il de ce château de cartes qui s'écroule petit à petit? L'autorité des parents sur les enfants. L'autorité des maîtres sur les élèves. Mais pourquoi ne serait-elle pas également la dissimulation d'un rapport de force? Eh bien, un certain nombre de philosophes l'écrivent, le revendiquent. Alain Renaud, la libération des enfants. Il faut libérer les enfants, il faut les émanciper. Voilà. Et le rapport pédagogique dans la classe est un rapport de domination. Devient, sous leur plume, dans leur réflexion, un rapport de domination. Il faut libérer, il faut, ose écrire Dubay à un moment donné, je crois qu'il est revenu dessus, faire l'égalité des droits dans les établissements scolaires. Même droit pour les élèves et pour les adultes. Alors, cette crise de l'autorité, c'est aussi la crise de tous les repères moraux, c'est-à-dire de l'appropriation par les individus de normes sociales, hein, qui va de pair. Le XXe siècle, je dirais, en rajoute une couche sur cette dévalorisation complète de l'autorité et de la morale. On peut parler, enfin je pense à un philosophe chrétien comme Paul Valadier, jésuite, qui écrit dans un livre qui s'appelle L'anarchie des valeurs, le champ de ruine des rapports moraux de la fin du XXe siècle, puisque ce livre est écrit en 1997, je crois. Un champ de ruine. Il ne reste plus rien. Et il ne reste d'autant plus rien que le XXe siècle, à travers l'expérience du totalitarisme, a montré que, au nom du bien, on pouvait faire n'importe quoi aux masses, et que la mainmise des gouvernants sur les gouvernés pouvait être totale. Et c'est la fameuse expérience de Stanley Milgram, rendue célèbre par un film qui s'appelle d'Henri Verneuil, qui s'appelle I comme Icare, que certains d'entre vous ont vu, à l'université de Stanford aux États-Unis, dans les années 50. Comment Hitler a-t-il pu entraîner le peuple allemand dans une telle aventure, dans la barbarie la plus totale? C'est le livre de Stanley Milgram paraît sous le titre « La soumission à l'autorité ». On s'interroge sur cette soumission à l'autorité, sur ses ressorts, et l'autorité apparaît comme profondément négative. Le mal absolu, ce qui ouvre la porte au pire débordement, à la pire des barbaries. Et vous vous rappelez peut-être, ou certains d'entre vous, le protocole tout à fait étonnant de l'expérience de Milgram. Hein. Il a un certain nombre de compères qui sont enfermés dans des cages de verre et qui sont soumis apparemment à des tortures électriques, actionnés par des gens qu'il a recrutés par petites annonces, expliquant à ces gens qu'il était un grand savant, qu'il faisait d'expériences sur les apprentissages. Et donc, à chaque fois que quelqu'un répond faux à une question, il reçoit une décharge électrique actionnée par ce pauvre cobaye qui est manipulé, qui ne sait pas que en fait, la personne en face ne reçoit aucune décharge électrique. Et donc, on va jusqu'à des voltages tout à fait épouvantables et la personne simule les plus atroces souffrances. Et on veut savoir
comment la soumission à l'autorité du savant est capable de faire de n'importe quel kidam, vous et moi, un tortionnaire. Et effectivement, on constate que une certaine proportion non négligeable des personnes en question deviennent, par simple soumission à l'autorité, des tortionnaires. Peu importe le protocole, ce qui est intéressant, c'est l'intention. Le dévoilement que l'autorité est la pire des choses. Voilà. Et aujourd'hui, dans cette crise de l'autorité, on voit ce qu'on appelle, cette fois-ci, non plus la crise de l'autorité, mais le retour de l'autorité. Alors, retour de l'autorité, que je peux simplement illustrer de 3 exemples. Premier exemple, un sondage réalisé, je ne sais pas par quel, le CREDOC, donc un organisme public extrêmement en 2003, auprès d'un échantillon représentatif de 201 collégiens, qui nous apprend que le mot autorité est plutôt positif pour 70% des élèves. Le prof a de l'autorité, positif pour 83% des élèves collégiens, contre 14%. Et si on demande à ces collégiens d'expliciter ce qu'ils entendent par l'autorité du prof, ils disent « Avec lui, les élèves savent quelles sont les limites à ne pas franchir. » 53%. Dans sa classe, il n'y a jamais de chahut, 42%. Avec lui, toute la classe apprend bien, 38%. Voilà, professeur, comme on dit, qui cadre, qui donne des règles, qui les fait respecter, qui organise le temps, etc. Deuxième exemple, eh bien celui que M. Studeni vous présentait, TNS Sofres, tout à fait récent. Le respect de l'autorité et des règles arrive pour l'ensemble des Français comme la deuxième priorité éducative pour les enfants, juste après le respect des autres. Voilà. Et suivi immédiatement par les bonnes manières, la politesse. Donc, une conception d'éducation qui apparaît là, en cette fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, qui est une certaine forme de retour de l'autorité, effectivement, donc en tout cas de valorisation de l'autorité, par rapport à d'autres conceptions de l'éducation qui avaient été dominantes dans les années 70-80, qui étaient plutôt l'épanouissement, le bonheur de l'enfant. Mais en même temps, lorsqu'on demande, deuxième question, dans le même sondage, qu'est-ce qu'une éducation réussie, on voit apparaître, premier critère, l'épanouissement. Donc, les parents voudraient que les enfants soient soumis à l'autorité, qu'ils apprennent les règles de la vie en commun et en même temps qu'ils en soient épanouis. Pourquoi pas, hein ? Et on va voir que, effectivement, Pierre Bréchon, sociologue, qui a écrit Les valeurs des Français et qui travaille depuis une vingtaine d'années, depuis 1981, sur cette question avec un groupe de sociologues, et qui suit les évolutions des Français par rapport à cette question des valeurs et des valeurs à transmettre, eh bien, fait apparaître que dans les réponses aux questions, aux questionnaires, aux mêmes questions qu'il fait passer respectivement en 80, 90, 99, puisqu'il s'agit des 3 grands recensements sur lesquels il se cale pour travailler, il y a une rupture par rapport à la question de l'autorité qui apparaît entre 90 et 99, et que cette rupture vient principalement des jeunes. Donc un autre ouvrage fondé sur le même travaux, Les valeurs des jeunes, s'y attache particulièrement. Comment dire les choses ? Traditionnellement, l'autorité est opposée à la liberté. Lorsqu'on est jeune, on est plutôt favorable à la liberté. Lorsqu'on est vieux, à l'autorité. Lorsqu'on est de gauche, favorable à la liberté. Lorsqu'on est de droite, à l'autorité. Ces 2 grandes divisions structurent la société française depuis qu'on fait des sondages sur cette question ou des études sociologiques sur cette question.
On est globalement pour l'autorité, dans la vie privée comme dans la vie publique, ou pour la liberté, ou pour plus de liberté. Eh bien, cette grande division de la société française, gauche, droite, jeune, vieux, disparaît ou est en train de disparaître sous nos yeux. Aujourd'hui, et sous l'emprise notamment des plus jeunes, la catégorie des plus jeunes pour Pierre Bréchon, c'est 18-27 ans, on voit arriver ce qu'il appelle un curieux cocktail, je cite ses propos, qui est fait de « nous voulons plus de liberté dans la sphère privée, plus d'autorité dans la sphère publique ». On n'oppose plus liberté et autorité, on les conjugue. Ce qui donne, j'ai pris 3 réponses. Question des sociologues aux jeunes de 18-27 ans, je dis bien aux jeunes. Quels sont les changements souhaitables de la société, selon vous ? 1. L'épanouissement de l'individu. 2. Que le travail prenne moins de place. Vous retrouvez les catégories du sondage TNS-Sofres sur l'épanouissement. Et ces 2 réponses arrivent en tête de 81 à 99. Et puis, patatras, il y en a un qui fait un bond de 24 points en avant et qui rejoint le duo de tête, qui est le respect de l'autorité. 24 points en avant. Le respect de l'autorité. Quels sont les buts de la France ? Première réponse, le maintien de l'ordre. Ça passe de 21 à 39% en 18 ans. Deuxièmement, la garantie de la liberté d'expression, de 27 à 36%. Et donc, arrive à quasi-égalité le maintien de l'ordre et la liberté d'expression. Quelles sont les institutions dans lesquelles vous avez confiance, demande-t-on à nos jeunes d'aujourd'hui ? Première arrive en tête, le système d'enseignement, qui passe en 18 ans de 54 à 70%. Ce qui aussi fait état d'un progrès de la scolarisation vers des tranches d'âge beaucoup plus élevées. Mais alors, aux surprises, deuxième position, la police, 54 à 64%. Et troisième position, l'armée, 35 à 58%. Mais ce qui nous apparaît, en tout cas à nous les plus anciens, comme étant quasiment contradictoire, n'apparaît nullement contradictoire aux jeunes d'aujourd'hui, qui veulent à la fois plus de liberté et pourquoi pas de poursuivre la vague de libéralisation morale. Je pense au débat sur la dépénalisation des drogues douces, sur la possibilité de l'euthanasie, etc., d'avoir toujours plus de liberté individuelle, mais d'avoir aussi plus d'autorité, plus de sécurité dans le domaine public. Ce n'est donc pas un retour, l'autorité. Car la forme, le contexte, le domaine d'application qu'on lui donne aujourd'hui n'est plus du tout le même que ceux qu'on lui donnait hier. Personne, en tout cas les 18-60 ans, selon Pierre Bréchon, ne souhaite pas revenir à des formes d'autorité qui existaient hier dans le domaine privé. On ne veut pas revenir sur la possibilité de la contraception, la possibilité de l'IVG et le retour à des normes morales qui s'imposent à la société. Mais on veut une certaine forme d'autorité de la part de l'État, de la part de l'institution, etc. Et l'école, évidemment, à la croisée des chemins. Car pour les parents, pour les Français, qui confient leurs enfants à l'école, on veut à la fois, et le sondage, merci TNS-Sofres le montre, qu'ils aient des règles et qu'ils soient épanouis. On veut l'un et l'autre, parce que l'école est à la fois une affaire publique, c'est le lieu de la socialisation, de l'apprentissage du vivre ensemble, et c'est les lieux aussi de la formation personnelle, de l'acquisition, d'apprentissage, d'une éducation qui va servir pour devenir quelqu'un dans la vie. La formation de l'individu, cette fois-ci. On veut à la fois que vous imposiez des règles et que vous soyez attentif à l'individualité.
individualiser la pédagogie et en même temps cadrer les élèves. Voilà le dilemme, la difficulté, je ne dis pas la contradiction, dans lequel nous sommes. Ce n'est pas un retour, c'est une situation profondément inédite.